agressif pour les marchés, effectivement, on peut le faire au sein d'un PEA, c'est très simple. On souscrit à un tracker qui réplique un indice inverse de l'indice de référence, par exemple, un tracker inverse sur le CAC 40 qui est éligible au PEA. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces produits-là? Simplement, pour Paul, c'est que la réplication se fait quotidiennement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un décalage rapidement, au bout d'une semaine, vous pouvez retrouver un décalage assez important en fonction des variations de l'indice CAC 40. Vous pouvez très bien ne pas avoir, si la réplication est inverse, vous pouvez faire plus 10 sur le CAC et moins 10 sur votre tracker, ou inversement. Mais comme c'est calculé quotidiennement, le décalage peut se faire très rapidement. Donc il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Ça peut aller très vite, mais ça veut dire qu'on peut avoir une gestion véritablement active au sein de son PEA. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Voilà, et ça s'achète et ça se vend comme une action. Ça coûte pas cher. Les frais de gestion sont réduits, donc oui. L'idée qu'il faut même peut-être pousser, c'est celle-là. C'est que le PEA, c'est une enveloppe très pratique, mais on n'est pas contraint, comme souvent nous le laissent croire nos agences bancaires, d'acheter un fonds maison et de le laisser végéter pendant 6 ans. On peut utiliser cette enveloppe pour jouer tous les jours à la bourse de Paris. Absolument, ouais, absolument. Mais après, ça entraîne des frais pour vous. Donc, sûr, non, mais... le conseil que moi je pourrais donner à Paul, c'est d'utiliser ce tracker inverse comme couverture simplement sur les marchés. S'il est très exposé aux valeurs françaises, puisque c'est souvent le cas chez les particuliers français, prendre un tracker inverse sur le CAC 40, ça lui permet d'avoir une couverture si jamais le marché se retourne. Voilà. Eh bien voilà la réponse sur la façon de shorter le marché au sein de son PEA. On passe par les trackers, Paul. Question d'Aurélie, à présent à Strasbourg, qui veut savoir s'il faut croire à ces fameux fonds qu'on appelle les buy and hold. Alors, c'est... Voilà. Alors c'est anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Buy and hold, eh bien c'est simplement acheter et conserver. Donc ce sont des fonds qui investissent dans des obligations. On est loin du short, justement. Voilà, on est très très loin. C'est tout l'inverse, la philosophie inverse. Donc ce sont des fonds qui permettent d'acheter et de conserver jusqu'à l'échéance des obligations qui servent un certain rendement. Alors pour répondre à votre auditrice et téléspectatrice certainement. La réponse c'est oui et non. Ça dépend un petit peu du profil que vous êtes en tant qu'investisseur. Bon, une fois qu'on a dit ça. Alors une fois qu'on a dit ça, si vous tenez à investir dans ces produits-là, il faut choisir des produits qui vous permettent d'investir sur un horizon de 5 ans. Certains vous permettent d'investir jusqu'à 8 ans. Moi, je trouve que c'est trop long, puisque à long terme, on sera tous morts, comme le disait Keynes. 5 ans, c'est largement suffisant. Okay. 5 ans, c'est largement suffisant. Et sélectionner un produit géré par une société de gestion qui a un véritable savoir-faire sur les convertibles, puisqu'il s'agit avant tout d'obligations convertibles. Il y a aussi aujourd'hui des produits qui font des obligations émergentes. Donc choisir vraiment des spécialistes, ne pas se ruer sur n'importe quel produit, et surtout dernier petit conseil, ces produits-là sont vraiment des attrapes liquidités pour nombre de sociétés de gestion et d'assureurs. Donc faites bien le tri avant de choisir, parce que pour eux ça leur permet en fait de fidéliser et de conserver le client dans les comptes de la société. Alors pour le short du début, c'était de la couverture. Là c'est quoi? C'est du fonds de portefeuille dans un coin pour... Absolument, c'est du fonds de portefeuille, c'est-à-dire vous investissez dedans pendant 5 ans et au bout de 5 ans, vous récoltez les fruits de ces produits-là. Ces produits-là, en gros, généralement, ils proposent environ 5% de rendement annuel. C'est pas mal. Pendant 5 ans, ce qui est pas mal comparé au fonds en euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, à la sortie de ces produits-là, on vous propose de réinvestir dans des produits maison, donc à vous de faire attention. Et puis surtout, il faut investir dans ces produits-là au moment où ils se lancent. C'est-à-dire que le rendement qu'on vous propose au lancement... Ah, c'est sur la durée de la vie du produit. Exactement, c'est sur la durée de vie du produit. Donc, vaut mieux y être au tout début que 3 mois plus tard. Parce que vous avez une période d'ouverture sur ces produits-là qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, n'investissez pas au bout de 6 mois, mais investissez au jour plus 1. Faut peut-être s'abonner aux lettres d'alerte pour voir quels sont les fonds qui voient le jour et à quelle date. Exactement. Ça peut être utile. Tiens, une autre question d'Alexis à propos du dispositif Malraux. Il vous demande si ce dispositif va être plafonné, si ça vaut encore le coup d'investir sur ce dispositif Malraux. Alors le Malraux, effectivement, là, on s'est tous plongés dans la loi de finances. On a un petit peu le mal à comprendre, et j'ai effectivement beaucoup de confrères qui ont malheureusement fait une petite erreur sur le sujet. Visiblement, même si on doit attendre encore jusqu'à la fin de l'année pour en être certain, le dispositif Malraux ne serait pas plafonné aux niches fiscales. Donc les fameux 10 000 euros
ne compterait pas pour le Malraux. Sur le Malraux, on serait à 10 000 plus 8 000, donc 18 000. Plus éventuellement pour tout ce qui est outre-mer, 4%. Alors le Malraux, on en parle comme ça, mais peut-être que... Oui, ça peut valoir le coup de rappeler. On peut peut-être l'expliquer. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement pour un contribuable qui est domicilié en France d'investir dans ce qu'on appelle une zone de protection du patrimoine urbain et paysager, une SBOP, comme on dit, une SBOP. Bon. Et donc en fait la réduction d'impôt est calculée à partir du montant des dépenses qui sont supportées, et l'obligation, en fait, il y a juste une obligation pour la personne qui investit dedans, c'est louer le bien nu pendant 9 ans à une personne qui n'appartient pas au foyer fiscal. Donc ça peut être un ascendant ou un descendant, ça ne pose pas de problème. Mais Malraux va conserver donc ses avantages. Devrait conserver, si tout se passe comme prévu et si le texte ne bouge pas d'ici là, le Malraux devrait conserver, et il est possible que les SOFICA soient aussi inscrites au déplafonnement des niches fiscales. Mais ça, on va attendre. Attention, parce que tout ça doit passer au Parlement. Le Sénat, on le sait, fait beaucoup pression sur le gouvernement. Voilà. Tout à fait. Mais bon, voilà, je dis ça pour les gens qui nous regardent. Il y a une possibilité sur aussi d'autres produits pour le déplafonnement. SOFICA, juste, parce que tant qu'on en est à faire des acronymes, les SOFICA, c'est un peu comme le Malraux, entre guillemets, mais c'est pour le cinéma, c'est ça? Exactement, c'est pour financer des films. Chaque année, en fait, une enveloppe est déterminée par le gouvernement et est attribuée à certaines sociétés de gestion pour financer des films. Les particuliers peuvent devenir coproducteurs d'un film. Je crois que d'ailleurs Amélie Poulain a été financée entre autres par des SOFICA. Notamment par certains particuliers. Tout à fait, notamment, comme d'autres succès français aussi. Il y en a eu beaucoup. L'arnaqueur, notamment, a été financé aussi par des SOFICA. Eh bien, voilà donc pour cette question qui nous venait d'Alexis à Montluçon sur le Malraux. Il est 12h12 sur BFM Business. On va poursuivre, bien sûr, cette série de questions-réponses, de réponses à vos questions. Mais en attendant, on accueille Sophie Tussaud pour l'essentiel de l'info. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Allez, direction Tarbes. Cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous écrit et qui nous parle d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois et il nous demande si c'est la panacée. Alors déjà, pourquoi nous parler d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois quand on habite à Tarbes? Alors, c'est très simple. En fait, ce sont des produits qui ont fait un petit peu florès au moment des grandes craintes sur tout ce qui était système financier, donc banque et assurance. On se demandait si tout le monde n'allait pas faire faillite. Et à ce moment-là, les compagnies luxembourgeoises ont trouvé judicieux de revenir sur le devant de la scène et de faire valoir effectivement leur fameux contrat qui bénéficie du super privilège. Alors, qu'est-ce que c'est que le super privilège? Dites-nous tout. Tout est dans le nom, en fait. C'est en fait, finalement, de mon point de vue, très marketing, puisque ça permet, si vous voulez, c'est le cantonnement des actifs. Donc, normalement, en cas de faillite, le super privilège vous assure de retrouver vos actifs, ce qui n'était pas normalement... Enfin, pour un assureur français, ce n'est pas certain, en théorie. Mais tout ça, c'est que de la théorie, et c'est surtout du marketing. Alors, donc, pour la personne qui habite à Tarbes, lui dire que simplement, si une compagnie luxembourgeoise fait faillite, elle fera faillite. Et si jamais il reste de l'argent, à ce moment-là, elle aura droit au super privilège. Mais c'est tout. C'est ça le super privilège. Donc c'est pas ce qu'on peut en dire par ailleurs. Ouais. C'est simplement ça. Et surtout, je tiens à insister sur un point que j'ai découvert très récemment au cours d'une enquête. Le super privilège ne s'applique pas au fonds en euros. Donc si vous avez un contrat luxembourgeois sous forme de fonds en euros, vous oubliez le super privilège. Okay. Ça ne marche pas. Il faut avoir un truc en unité de compte dans une compagnie luxembourgeoise qui fasse faillite avec de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc le mieux, c'est que la compagnie ne fasse pas faillite. Et vous serez rassuré malgré tout grâce au super privilège. Donc c'est vraiment très psychologique. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est pas idiot de mettre un peu d'assurance vie en France et d'en mettre un peu au Luxembourg. Ça permet de diversifier les risques. Exactement. Allez, on quitte Tarbes, on remonte de 200 km vers le nord, vers Bordeaux, avec une question de Grégoire. Grégoire aimerait s'entourer d'un conseiller pour justement gérer ses finances, l'aider à faire les bons choix. Et il se demande s'il doit choisir un banquier privé, ou plutôt un conseiller de gestion privée, ou plutôt un banquier en ligne. En gros, il vous demande à qui il doit faire appel. Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'il a envie d'avoir comme service. Si c'est quelqu'un qui est, donc, je l'imagine, dans une banque encore, une grande banque de détail, une banque ordinaire, comme la banque de réseau traditionnelle qui détient encore 80% du marché, il aura les services que tout le monde a. Donc il n'y a pas, si vous voulez... il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée.
S'il a envie de faire des économies sur les frais qu'il paye, je l'invite à se tourner vers une banque en ligne. Voilà. Donc là, il aura pas l'intermédiation bancaire et donc les frais seront inférieurs. Et les conseils sont aussi fiables qu'ailleurs sur une banque en ligne? Sur une banque en ligne, une banque en ligne, vous avez pas de conseils. Hein. Le principe, c'est quand même du low cost. Donc vous avez le minimum, mais le maximum également. C'est comme quand vous prenez une place d'avion. Mais grosso modo, les garanties sont les mêmes. Les garanties sont les mêmes. Non, parce que souvent, quand on va dans son agence et qu'on menace, on dit attention, je vais partir chez Fortuneo, Bourso, ouais. On nous dit, oh, mais attention, les garanties sont pas les mêmes. Ah, la seule différence, si, les garanties sont les mêmes, puisque généralement, ces banques en ligne, on parle des banques françaises, là, sont des filiales. Sont des filiales de grandes banques de détail. Simplement, la petite différence, c'est effectivement au moment de la grande crise financière, de la crise de liquidité qu'on a connue en 2008, tout ce qui est banque étrangère, la garantie en fait en cas de faillite était moins élevée sur ces banques étrangères là, donc vous aviez une somme à récupérer qui était moins importante. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le. Alors CGPI, ça voilà, je pense que s'il veut du conseil, se tourner vers les CGPI, c'est pas idiot. Ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas plus cher au regard du service qui est fourni. D'accord. Avec un CGPI compétent et qui connaît bien ses produits, vous allez avoir une vraie gestion de votre patrimoine. Et surtout, si votre auditeur là ou téléspectateur a une assurance vie, voilà Grégoire, pardon. Si Grégoire a une assurance vie, ça peut être vraiment très intéressant de faire appel à un CGPI, puisque le CGPI c'est vraiment celui qui va ordonner le patrimoine le plus souvent à l'intérieur d'une enveloppe d'assurance vie. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ouais, j'ai presque envie de devancer la question suivante qu'on a retenue, qui nous vient de Rosemary, qui nous parle d'un avocat fiscaliste. Mais à partir de quel niveau, on va peut-être reparler de l'avocat fiscaliste, mais à partir de quel niveau de revenus, de patrimoine, on peut oser finalement s'adresser à un CGPI, à une banque privée? Elle s'intéresse à un avocat fiscaliste, mais avant de parler du fiscaliste, n'importe qui peut aller pousser la porte d'un conseiller de gestion de patrimoine, d'une banque privée, sans se faire jeter à la rue. Alors, il faut quand même avoir un petit peu d'argent à placer, sinon ça ne sert à rien. Les chiffres évoqués, certains parlent de 100 000 euros, d'autres de 50 000. Il y a Apredia, qui est un cabinet indépendant, qui a mené une étude justement sur la population des CGPI en France, et qui a constaté qu'en fait le niveau moyen géré par les CGPI, c'est 70 000 euros. Ouais, bon, donc voilà. C'est déjà une somme, mais c'est pas... déjà une somme, mais si vous faites un héritage, par exemple, vous pouvez retrouver avec 70 000 euros, c'est pas... Donc là, il ne faut pas avoir honte et on peut aller pousser la porte d'un CGPI ou d'une banque privée. Pour répondre à Rosemary, à partir de quel niveau de patrimoine, là, pour le coup, il faut s'entourer des conseils d'un avocat fiscaliste? Alors, l'avocat fiscaliste... que c'est un peu plus, quand même. Voilà, c'est un petit peu plus. En même temps, ça regroupe énormément de cas de figure. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est active, un chef d'entreprise, qui n'est pas forcément soumis à l'IASF parce qu'il utilise différents dispositifs d'exonération. Donc là, il peut avoir besoin d'un avocat fiscaliste. Ça peut être quelqu'un qui paye l'impôt sur le revenu et l'ISF. Ça peut aussi être quelqu'un qui se retrouve à payer l'ISF parce que tout simplement il hérite. Aujourd'hui, on peut se retrouver à l'ISF parce qu'on hérite d'une maison. Hein, c'est pas, ça se produit assez souvent. Un gros mot. Voilà. Ça peut être aussi une personne active qui a des revenus entre 200 et 250 000 euros, mais qui n'épargne pas, qui n'arrive pas à épargner, qui dépense beaucoup et qui finalement fait un effort pour rembourser, par exemple, son prêt immobilier. Donc ça peut aussi être une personne concernée. L'avocat fiscaliste intervient dans nombre de cas. Autre personne concernée, peut-être le gagnant de l'euro million d'avant-hier. Aussi, tout à fait. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs. 168 millions. Ouais. Il aura de quoi se payer son fiscaliste. La Grèce, elle aimerait bien obtenir 168 millions. Ça serait bien. Sachant que l'avocat fiscaliste fera lui aussi appel, hein, c'est un petit peu comme le CGPI, je reviens sur la question d'avant, fera éventuellement appel à un ingénieur patrimonial et à d'autres spécialistes pour résoudre les problèmes qui pourraient se poser à la personne. Voilà. Eh bien, voilà. Des réponses très concrètes pour nos auditeurs. Malheureusement, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. On a encore beaucoup de questions à poser. Vous reviendrez, Gilles Petit? Bien sûr, avec plaisir. On vous accueillera avec plaisir. Rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on rappelle la une de Gestion de Fortune que l'on présente consacrée aux produits de bourse de l'innovation pour le portefeuille. Voilà, comme ça on est tout à fait complet. Merci Gilles. Le CAC, moins 0,31.